Slim Lamarsa. J'attends encore mes diapos. Et je suis là pour vous parler de la réanimation des prééclampsies sévères, en tout cas ce qui reste à en dire vu ce qui a déjà été présenté. Voilà. Alors, les troubles hypertensifs de la grossesse représentent encore la deuxième cause de mortalité dans le monde après l'hémorragie du postpartum. Et en Tunisie, ces troubles toucheraient 4,8% des grossesses. La fréquence de la prééclampsie va situer entre 2,5 et 6,5 pour les grossesses à bas risque et aux alentours de 20 à 25% des grossesses à haut risque, en sachant que les prééclampsies sévères sont observées dans à peu près 1% des grossesses. Pour rester en Afrique, alors ça marche comment ça ? Suivant, s'il vous plaît. Pour rester en Afrique, il y a une équipe au niveau de l'Afrique du Sud. Alors, il s'agit d'un pays quand même à revenu un peu plus, où les gens sont un peu mieux lotis que chez nous en tout cas. Ils se sont penchés sur les causes de mortalité maternelle en rapport avec les troubles hypertensifs de la grossesse, et les auteurs dans leurs conclusions disent que pour prévenir la mortalité maternelle et améliorer le pronostic, ça passe essentiellement par un contrôle rapide de l'hypertension artérielle, le transfert des cas les plus graves à des centres de référence et une réanimation adaptée. Donc encore une fois, à chaque fois que le pronostic vital est mis en jeu, l'implication d'une équipe d'anesthésie-réanimation est fondamentale pour améliorer le pronostic. Je ne rappellerai pas les définitions des troubles hypertensifs de la grossesse puisque ça a déjà été fait, de la prééclampsie et de la prééclampsie sévère. Et très rapidement, au niveau de la physiopathologie, si ça veut bien passer. Voilà, juste pour dire que la physiopathologie, même s'il y a eu beaucoup d'avancées, l'implication de chaque mécanisme est encore hypothétique et pas bien précisée, mais ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il s'agit d'un désordre multisystème où sont mis en jeu une maladaptation immunitaire, un problème d'invasion et de différenciation trophoblastique qui va induire une dysfonction placentaire, une activation endothéliale systémique avec une réponse inflammatoire exagérée et qui va toucher les différents organes nobles chez la mère et donc qui va pouvoir se compliquer par des pathologies mettant en jeu le pronostic vital telles que l'éclampsie, les hémorragies cérébro-méningées, la défaillance respiratoire, l'OAP, qu'il soit de surcharge sur une insuffisance rénale, un excès de remplissage ou une défaillance myocardique, le redoutable HELP syndrome et ses complications hémorragiques telles que l'hématome sous-capsulaire du foie, l'hématome rétroplacentaire et puis également la défaillance rénale, même si dans le genre ça reste possible de la supplémenter. Nous allons surtout parler des axes de la réanimation sans revenir sur la prise en charge obstétricale et la gestion de la grossesse puisque ça a fait l'objet des exposés précédents, en commençant par le contrôle de l'hypertension artérielle sévère. Donc une pression artérielle supérieure à 160, je ne sais pas ce qui se passe, je m'excuse. Suivant s'il vous plaît. La qualité des diapos en fait. Alors, l'hypertension artérielle est dite sévère à partir de 160 mm de mercure et il est très important de contrôler rapidement cette hypertension artérielle. Alors, si la patiente se présente avec une PAS supérieure à 180 et une pression artérielle moyenne supérieure à 140, il faut rapidement titrer la patiente en vasodilatateur. En Tunisie, on utilise en premier lieu la nicardipine IV, puis mettre en place une perfusion continue. Par contre, si la pression artérielle est entre 180 et 160 de systolique et inférieure à 140 de moyenne, on peut mettre d'emblée une perfusion continue de nicardipine ou de l'abétolol lorsqu'il existe. Le choix des médicaments va dépendre essentiellement de la pharmacopée disponible. Par exemple, en Tunisie, nous ne disposons plus de l'hydralazine IV. Il paraît que ça va revenir bientôt, mais on l'a pas. Et le labétolol IV n'est pas, il est hors nomenclature hospitalière, mais on peut quand même l'avoir. 30 minutes après, nous allons réévaluer l'efficacité et la tolérance de ce traitement antihypertenseur. Si les chiffres tensionnels tombent en dessous de 140 de systolique et de 100 de moyenne, il faudra diminuer, voire parfois arrêter le traitement. Si la pression artérielle systolique se met entre 140 et 160 et que la PAM est comprise entre 100 et 120, nous allons pouvoir poursuivre la perfusion continue, que ce soit de nicardipine ou de l'abétolol.
Si par contre, sous une monothérapie, la pression artérielle systolique reste supérieure à 160 et la PAM supérieure à 120, il faudra associer à la nicardipine IVSE à dose max, c'est-à-dire 6 mg/h, soit le labétolol, soit la clonidine, en fonction de ce qui est disponible et de ce qu'on a le plus l'habitude de manipuler. Quel que soit le niveau de pression artérielle atteint, des effets secondaires à la nicardipine peuvent apparaître, notamment les plus gênants restent les céphalées et les palpitations. Il faudra donc réduire les doses de nicardipine et y associer soit le labétolol, soit la clonidine. L'évaluation de la patiente va être continue, initialement toutes les 30 minutes, puis toutes les heures. Et l'objectif du traitement est effectivement de réduire les risques de complications maternelles et fétales. En fait, l'HTA sévère est la seule complication réversible de la prééclampsie sévère. Donc, si on arrive à contrôler cette HTA sévère, nous pourrons limiter le risque des complications directement liées à cette HTA sévère, notamment les risques d'hémorragie cérébro-ménagée, souvent les risques d'éclampsie, mais également les complications cardiaques, rénales et l'hématome rétroplacentaire et la perfusion placentaire. Et donc, tout ça va nous permettre d'éviter la mortalité maternelle. Les cibles thérapeutiques ne doivent pas être trop ambitieuses. Il ne s'agit pas de remettre la patiente à des chiffres tensionnels normaux, mais avoir une PAS aux alentours de 160 ou légèrement moins et une PAD aux alentours de 105 ou moins. C'est juste invisible. Alors, le traitement de l'hypertension artérielle sévère doit toujours se faire sous un contrôle scopique continu, avec certes une pression artérielle non invasive, mais couplée à une surveillance par cardioscope, par saturomètre, la surveillance et la détection des signes neurosensoriels d'éclampsie, un monitorage du bien-être fœtal et des examens biologiques répétés. L'objectif n'est pas uniquement de traiter les complications quand elles apparaissent, mais également et surtout de les anticiper pour pouvoir les prévenir et les détecter précocement. Concernant le fameux remplissage vasculaire, tout à l'heure, professeur Benzineb disait qu'avant les années 80, c'était restriction hydrique. Moi, quand j'ai commencé mon externat et mon internat en gynécologie, c'était remplissage à flot. Actuellement, la connaissance en matière d'hémodynamique maternelle nous montre que les résistances vasculaires périphériques chez la femme enceinte sont augmentées et le débit cardiaque est diminué. Sans compter sur une potentielle atteinte de la perméabilité capillaire au niveau pulmonaire, un remplissage vasculaire systématique est contre-indiqué. Il faudrait le mettre en place lorsqu'on est face à une oligoanurie ou si la patiente chute particulièrement ses chiffres tensionnels à l'introduction des vasodilatateurs. Ce remplissage doit être idéalement monitoré et nous avons la possibilité de mettre à profit l'appareil d'échographie des obstétriciens avec juste une sonde abdominale pour aller détecter l'apparition de l'œdème interstitiel au niveau pulmonaire avant l'apparition de l'œdème alvéolaire à proprement parler. Et là, on pourra arrêter le remplissage, voire indiquer un traitement diurétique. Il s'agit d'un moyen non invasif, absolument pas coûteux et très performant d'apprentissage facile. Il faut également rester vigilant dans le postpartum puisque 70% des OAP vont survenir dans le postpartum, souvent favorisés par un excès de remplissage, notamment si l'évacuation s'est faite par césarienne. Cette surcharge pulmonaire va apparaître à la faveur d'une redistribution vers les vaisseaux de la surcharge hydrosodée interstitielle, de la vénoconstriction adrénergique, avec parfois un retard de la crise polyurique chez la femme enceinte, sur lesquels se surajoute la baisse physiologique de la pression oncotique. Il faut donc prolonger la surveillance de la prééclamptique sévère en milieu de soins continus, que ce soit une salle de surveillance post-interventionnelle ou une réanimation adjacente au service d'obstétrique, puisque les risques ne s'arrêtent pas à la période péripartum. Une fois le bébé sauvé, la maman encore des risques et le recours doit être large aux diurétiques à cette période. En supposant que la grossesse ait pu être poursuivie jusqu'à un accouchement, un déclenchement spontané du travail ou quand on décide d'évacuer la grossesse par voie basse. Il ne faut pas hésiter à proposer de façon large l'anesthésie péridurale, sauf contre-indication. Il est évident qu'au-delà de l'analgésie comme intérêt de la péridurale, nous allons gagner au niveau de la pression artérielle presque 20% et améliorer la perfusion placentaire. Et
en plus, nous aurons le confort de pouvoir passer rapidement en césarienne en induisant l'anesthésie sur une péridurale en place et efficace. Et le cut-off pour la mise en place de la péridurale est un chiffre de plaquettes à 75 000 en supposant que les autres paramètres de l'hémostase soient normaux et que la patiente ne soit pas sous aspirine depuis au moins 3 jours. Par contre, s'il faut passer en césarienne, si l'évacuation doit se faire par césarienne, le choix de la technique anesthésique va dépendre, comme d'habitude, du degré d'urgence de l'extraction et de la coagulopathie. Par contre, si la patiente arrive avec des convulsions subentrantes ou sans retour à l'état de conscience habituel, ou si elle présente une détresse respiratoire, l'anesthésie générale sera immédiatement pratiquée, tout en faisant attention au risque d'intubation déjà difficile chez toutes les femmes enceintes par défaut, mais encore plus chez une prééclamptique où les œdèmes sont monstrueux, et faire très attention au pic hypertensif au moment de l'intubation et de l'extubation, et donc ceci implique le recours à l'induction avec des morphinomimétiques pour limiter ces à-coups hypertensifs, chose qui doit être transmise au pédiatre qui va accueillir le bébé qui risque de faire une détresse respiratoire néonatale. À chaque fois qu'il est possible de faire la rachianesthésie, même si la patiente a convulsé, si après une crise d'éclampsie, il y a un retour à l'état neurologique initial et qu'il n'y a pas de trouble de la coagulation, nous pouvons réaliser une rachianesthésie pour l'extraction du fœtus tant que la thrombopénie est supérieure à 50 000, tant qu'il n'y a pas d'hématome rétroplacentaire ou de syndrome hémorragique CIVD et bien évidemment si la patiente n'est pas en train de convulser ou comateuse. Alors l'éclampsie, la plus spectaculaire des complications de la prééclampsie, elle aussi, les mécanismes des convulsions ne sont pas précisément déterminés. On parle d'hypoperfusion et d'hyperperfusion en fonction des patientes, en fonction des territoires, qui vont induire de l'œdème tantôt cytotoxique, tantôt vasogénique, sur un cerveau où l'autorégulation est souvent dépassée par les chiffres tensionnels. Il faut dire que la pression artérielle peut être normale dans 25% des cas et que toutes ces théories vont s'effondrer. Quoi qu'il en soit, l'éclampsie nécessite une évacuation rapide de la grossesse après stabilisation de la patiente. Au niveau du traitement, ce bon vieux sulfate de magnésium est recommandé avec un grade A1, quelles que soient les controverses. En effet, les convulsions elles-mêmes, quand elles vont survenir, c'est des convulsions en général de courte durée et qui vont céder spontanément. Néanmoins, sur le coup, administrer un bolus de sulfate n'est pas pratique. Il est parfaitement possible d'administrer un bolus de clonazepam ou de diazépam qui ne présente pas de risque particulier de détresse respiratoire si on respecte des doses faibles. Et le sulfate de magnésium va être démarré au décours de la crise. Le sulfate de magnésium est indiqué à chaque fois qu'on est face à une crise d'éclampsie ou lorsqu'il y a des signes prémonitoires, c'est-à-dire la barre hypogastrique persistante ou des signes neurosensoriels à type de céphalée persistante, troubles visuels et éroté vif. Le protocole d'administration le plus consensuel, c'est une dose de charge de 3 à 4 grammes en IVL sur 15 minutes. On voit bien que ce n'est pas pratique pour arrêter la crise, entretenue par une perfusion de 1 à 2 grammes pendant 24 heures le plus souvent, même si certains sont en train de parler de protocoles plus courts de 12 heures qui donnent exactement la même efficacité, notamment une équipe brésilienne, mais on n'a pas le temps de s'attarder. En cas de récidive convulsive, on peut rajouter un bolus supplémentaire de 1,5 à 2 grammes tout en surveillant les signes de toxicité qui sont prédictibles. Nous n'avons pas besoin, comme ça a été dit, de faire des prélèvements sanguins pour doser le magnésium. La perte des réflexes ostéotendineux ou l'apparition d'une somnolence feront arrêter le traitement. Donc là encore, il est préférable de laisser la patiente sous perfusion de sulfate en unité de soins continus ou en salle de surveillance post-interventionnelle pour surveiller et les effets secondaires du sulfate de magnésium et la récidive convulsive, en plus des complications biologiques potentielles. Juste un mot rapidement sur l'indication de l'imagerie cérébrale en cas d'éclampsie. Une crise unique, simple, non compliquée ne nécessite pas la prescription d'une exploration par TDM. Il faudra indiquer une TDM si on est face à un état de mal convulsif, s'il n'y a pas de retour à l'état de conscience initial de la patiente ou si on observe au réveil des signes de localisation afin de rechercher notamment des complications hémorragiques. Concernant les troubles visuels persistants, on pensera en premier lieu aux presses symptomatiques
syndrome, donc l'encéphalopathie réversible postérieure, qui sera au mieux explorée d'emblée par une IRM, ou si nous n'avons pas un accès rapide à l'IRM, on commence toujours par le scanner pour éliminer une urgence neurochirurgicale, et par la suite, l'IRM sera indiquée si le scanner est normal, quand l'indication a été correcte. Alors, il n'y a pas grand-chose à dire sur le syndrome HELP, qui est largement plus redoutable à mon sens que l'éclampsie. Donc, il faut bien évidemment éliminer les diagnostics différentiels qui pourraient donner soit une cytolyse hépatique, soit des troubles de la coagulation. Et les complications graves du syndrome HELP, bien évidemment, ce sont les complications hémorragiques, l'hématome rétroplacentaire et, pour la femme, le redoutable hématome sous-capsulaire du foie ou l'hémorragie alvéolaire avec ARDS qui feront transférer la malade en réanimation, et nous n'allons pas en parler. Juste rapidement pour finir, les indications des transfusions de plaquettes lorsqu'on est face à un HELP syndrome. Alors, à chaque fois que les plaquettes sont inférieures à 20 000 et quel que soit le mode d'accouchement, il faudra transfuser des plaquettes. Si l'évacuation est programmée par césarienne et que les plaquettes sont strictement inférieures à 50 000, là encore, il faudra envisager une transfusion de plaquettes. Par contre, si l'accouchement est prévu par voie basse ou si le chiffre de plaquettes est supérieur à 50 000, la transfusion de plaquettes ne sera à réaliser que si nous sommes face à des saignements évolutifs jugés excessifs ou s'il y a une dysfonction plaquettaire connue ou une coagulopathie connue ou si la cinétique de chute des plaquettes est rapide. Alors, en conclusion, la prééclampsie sévère engage le pronostic maternel et fœtal, et pour améliorer et optimiser la prise en charge, il est important d'associer une équipe, dans l'équipe multidisciplinaire, les anesthésistes réanimateurs à chaque étape de la prise en charge chez toutes les prééclamptiques, a fortiori les prééclampsies sévères. Il est important également, comme ça a déjà été dit, d'avoir des protocoles locaux, qu'ils soient nationaux ou au niveau de la structure, où la prise en charge est consensuelle, écrite, prévue pour éviter les pertes de temps et l'improvisation face à cette situation qui reste encore compliquée. Malgré les progrès physiopathologiques, nous ne disposons pas de nouveautés thérapeutiques révolutionnaires. Et je vous remercie. Merci Selma pour cette brillante communication. On te remercie beaucoup. Alors j'invite sans plus tarder